On est plutôt, consultant, conseil, tout ce qu'il faut savoir en fait pour, réussir son activité de consultant en achat. Pour l'anecdote, en fait, soit à la base on a un cabinet de conseil. Pour ma part, j'ai accompagné, je pense une bonne cinquantaine d'entreprises, hein. J'ai démarré SWOT en 2011 comme consultant indépendant en fait. J'avais déjà identifié le fait qu'il était intéressant d'intégrer la dimension RSE aux achats, la réduction de l'impact environnemental, parce que ça permettait d'être plus performant économiquement. Et je faisais beaucoup d'audits aux résultats, beaucoup de structuration de services achats, et j'ai travaillé vraiment de la belle PME. J'ai fait assez peu de TPE, mais plutôt de la belle PME, de l'ETI et du grand groupe, hein. On a même travaillé dans les groupes du CAC 40, où on a accompagné les entreprises sur des missions, parfois court terme, des diagnostics, on va en parler. Le diagnostic achat qui est quand même une très bonne porte d'entrée une très bonne porte d'entrée, dans une entreprise, hein, pour voir où est-ce qu'on en est, faire un état des lieux. Et puis sur des missions structuration de services complètes qui ont pu durer, 5-6 ans, hein. Mon premier client qui était mon premier employeur, qui est Bioplanète, on l'a accompagné pendant, 12 ans, je pense, Sébastien, quelque chose comme ça. Parce que tu as travaillé Mmh. aussi sur Bioplanète. Donc des missions, voyez, 1 ou 2 mois et des missions beaucoup plus long terme, qui ont duré, très longtemps en réalité. Ouais. Voilà. Merci Younes, merci à tous, hein, pour vos félicitations. Merci Selena. Donc À voilà, donc l'époque, l'idée, on avait un modèle économique qui était différent, hein, de ce qui se met en place aujourd'hui, qui ouais. fonctionnait bien. On n'était pas les seuls à bien fonctionner sur cette base-là, qui était une base en fait on était payé au résultat que l'on mettait en Mmh. place. Donc ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, bon voilà, on est quand même énormément revenu là-dessus et on travaille vraiment sur un coût journalier. Mmh. Et c'est ce qui est pratiquement intégralement pratiqué aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité par tous les consultants aux achats parce que il y a eu trop de problématiques sur les 6-7 dernières années avec des entreprises pour lesquelles vous deviez être payé au résultat, puis finalement les résultats ils les interprétaient pas comme vous, comme nous. Donc aujourd'hui les modèles sont beaucoup plus simples, mais il y a quand même un point de fond qui est resté et qui nous a suivis de bout en bout, c'est cette capacité de présenter un projet aux directions d'entreprise que l'on a rencontrées. Et dans ce projet, le, le fait de présenter le projet sous la forme d'un pré-diagnostic avant de s'engager dans des potentielles projections d'économie, projections d'optimisation et projections de Mmh. réduction d'impact. Et ça, en fait, ça a toujours très, très bien fonctionné pour nous. Et d'ailleurs, c'est sur cette base-là que l'on a construit tout notre ensemble de formations. Et aujourd'hui, on renforce ce diagnostic par des outils et on se rend compte que c'est ce qui fonctionne parfaitement quand on est consultant et que l'on veut très rapidement, effectivement, mettre le pied à l'étrier et enchaîner les clients. C'est ce qui nous manquait, Ouais. en fait, vraiment. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, nous, on s'est servi quand j'ai fondé SWOT, en fait, en 2011, je suis devenu consultant indépendant dans le but, en fait, de développer plus rapidement mon expérience, en fait. On va voir si ça fait partie des motifs, hein, pour ceux qui sont consultants, qui vous ont lancé dans le consulting, pour ceux qui souhaitent devenir consultants, qui souhaitent aller dans le consulting. Et en fait, d'accompagner une cinquantaine d'entreprises comme ça sur une bonne dizaine d'années, ça m'a permis d'acquérir de l'expertise plus rapidement. Et effectivement, quand je l'ai monté, j'avais 25 ans. Et en fait, les chefs d'entreprise, ils t'ouvrent pas les portes comme ça, quoi. Hein, trouver les clients, on va le voir, c'est un des objectifs clés dans le consulting. Et en fait, j'avais trouvé un moyen d'avoir les portes ouvertes de certaines entreprises, c'est de dire, j'arrive, je fais un diagnostic gratuit, et puis, je me rémunère au résultat. Ce qui ne m'empêchait pas d'intégrer complètement la dimension RSE, puisqu'en fait, la réduction de l'impact environnemental était bien souvent le meilleur moyen de réduire les coûts directement. Je donne un exemple, puisque le deuxième T de SWOT, c'est pas uniquement parce qu'avec un T, c'était, c'était déposé. Le deuxième T de SWOT, alors là, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais on va y avoir un peu plus. Mais en gros, c'est parce qu'on était spécialisé dans le transport. Nous, on a très bien gagné notre vie en faisant des audits de transport au résultat. En fait, on faisait des audits, on arrivait sur des budgets parfois en plusieurs millions d'euros, et en moyenne, on faisait 15 à 20% d'économie, parfois plus, hein, sur les budgets transport, et on avait des contrats sur lesquels on se rémunérait au résultat. Et donc, c'est une activité qui est quand même vachement intéressante. Mais ce dont on s'est rendu compte, et donc pour revenir sur la RSE, en fait, on intégrait des leviers de réduction d'impact environnemental. Par exemple, on optimisait les flux.
on réduisait les kilomètres parcourus par la marchandise, ça réduisait les coûts chez les transporteurs, ça nous permettait de réduire largement les coûts de transport. Parmi tous les autres leviers, on va le voir, hein, appel d'offres, massification, etc. Donc là, on était sur une typologie de consulting, par exemple, obligation de résultat. On va revenir dessus. Ça sera plus clair à l'issue de cette heure-là. Donc, ça marchait très bien. On intégrait la RSE, on peaufinait la méthode, puisque c'était l'objectif de SWOT, de développer la méthode Impact 3. Je rappelle que SWOT, nous sommes entreprise à mission, on est C2I, donc on passe la moitié de notre temps avec Sébastien à développer la méthode et ses outils. On fait partie de la French Tech, etc. On développe des choses innovantes par l'intermédiaire du consulting, l'accompagnement des boîtes, par l'intermédiaire des achats. Donc voilà. Et Sébastien, il faut le dire, ce modèle-là a atteint un petit peu son point de rupture quand on est arrivé sur des missions où en fait on nous devait beaucoup d'argent, entre guillemets, on faisait gagner beaucoup d'argent aux boîtes, et nous on était petits en fait, on était quelques personnes, et quand tu as une énorme boîte qui doit payer une somme importante à une entreprise qu'elle estime plus petite, c'est un peu David contre Goliath, sauf que là Goliath, ben voilà, et on a eu en fait, des soucis de paiement de certains clients qui n'ont pas accepté de nous payer ce qu'ils nous devaient, et on s'est rendu compte qu'en fait, on était assez dépendant de certains clients, on mettait beaucoup de ressources, de moyens pour suivre ces clients-là. On performait, il n'y a pas de souci, mais au moment de nous payer, ben, on a eu quelques petits coups de, on va dire, d'épée dans le dos, parce que là, c'est pas des On coups de n'était pas les caillotte, seuls. c'est des coups d'épée. Ouais, et on C'est n'était pas ça. les seuls. Et on n'est Tout pas à les fait. seuls. Ouais. On s'est rendu compte que tous les consultants comme nous ont eu cette problématique-là. Et en fait, on a dû changer de modèle et passer à un paiement à la journée. Et du coup, le diagnostic, vous comprenez bien, gratuit n'était plus possible. Donc, Ouais. aujourd'hui, un diagnostic, c'est un coût à la journée, hein, comme un coût d'accompagnement et de mission. La problématique, c'est que vu que maintenant le diagnostic devient payant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est beaucoup plus difficile de le vendre en entreprise. Et en fait, on s'est dit, mince, il nous manque quelque chose. Il nous manque des outils. Donc, on a développé beaucoup d'outils sur Excel, notamment, qui est un logiciel universel que toute entreprise va être en capacité d'utiliser. Et dans des modèles de rendu marketing, de présentation du niveau de qualité que ce qu'on vous propose ici. Mais c'était toujours pas suffisant. Et là, je pense qu'on a trouvé le levier pour arriver à passer les diagnostics sans aucun problème. Mm. C'est justement de développer un logiciel sur notre propre méthode d'accompagnement et de diagnostic des entreprises. Et effectivement, là, sur les premières missions sur lesquelles on l'a testé, c'est une adhésion parfaite. On a vraiment une adhésion parfaite Mm. à cette approche. Ouais, on va voir là dans ce live. J'ai mis à l'écran. Dites-nous là dans les commentaires, qu'est-ce qui sont selon vous. Alors pourquoi devenir consultant? Quelles sont selon vous les clés de la réussite et de pourquoi on devient consultant en gros? Quelle est la motivation intrinsèque à devenir consultant versus choisir un emploi classique? Dites-nous dans les commentaires, on va remonter ça. Effectivement, c'est un vaste sujet, hein, tout ça. Tout ça pour dire qu'en fait, en réalité, on s'est rendu compte que fonctionner au résultat, quand on intègre une vision qui dépasse la baisse des coûts, on va manager le risque. Parfois, prendre par exemple 3 fournisseurs au lieu d'un, ça va coûter de l'argent. Et en fait, à un moment donné, tu vas avoir un conflit d'intérêts entre ton contrat et ce que tu amènes réellement à l'entreprise. Et même si toi, tu t'en fiches de gagner un peu plus ou un peu moins parce que tu gagnes suffisamment, dans l'esprit du client, ça pose problème. Parce que même s'il te paye sur les économies qu'il réalise, dans son esprit, en fait, ça va créer quelque chose, ça va créer un frein. Et quand la mission se déroule, tout va bien. Et puis à la fin de la mission, quand il faut payer, quand c'est des grosses sommes, ça crée un petit peu ça crée un petit peu on va dire des freins. Tu me dis les Des commentaires, tensions. Seb. Oui, Tu me alors dis les on a Marc qui nous dit variété, liberté Ouais. de parole. Ça, c'est les paroles d'un manager de transition, je parie. Liberté de parole. Ouais. Ensuite, Oui, j'ai. et avec liberté de parole, j'ai envie de dire écoute. En fait, c'est que là, on est écouté complètement différemment par une Ouais, direction que si on était dans l'entreprise. ouais. Christophe, transmettre son savoir-faire et savoir-être. Donc là, on est sur
le consulting, mais on va voir qu'être consultant, en fait aussi, il y a une diversification de l'activité qui arrive. On peut être consultant et faire de la formation, on peut être consultant et vendre du recrutement, et cetera, et cetera. Et on va voir que c'est une des clés, hein, de la réussite aujourd'hui d'une activité de consulting, de se diversifier, d'éviter la dépendance aux clients. On va y revenir. Mm. Transmettre son savoir-être, Ensuite, on savoir-faire. a apporté de la valeur aux entreprises et monter en compétences. Ouais. Alors, est-ce que c'est nous qui montons? Oui, monter en compétences, oui, c'est un petit peu ce qui m'avait motivé aussi, ouais, monter en compétences. C'est vrai que, à un moment donné, travailler 20 ans dans la même boîte, c'est très beau aussi, mais surtout quand on démarre, en fait, à un moment donné, là, de multiplier les missions, moi, c'est ce qui m'a le plus enrichi en termes d'expertise, qui me permet aujourd'hui d'avoir développé, en fait, tout ce qu'on a développé, chez SWOT, Sébastien aussi. En fait, c'est le fait Mm. d'avoir multiplié, les expériences qui nous a permis, en fait, d'acquérir ce savoir-faire-là, de connaître les freins, de comprendre, de réfléchir et de développer la méthode et ses outils. Sans ça, on n'aurait jamais réussi. Qu'en fait, faire du consulting, c'est Ah, monter en compétences, je dirais, plus rapidement. il y a deux sujets pour moi. Il y a la compétence métier achat, où là, effectivement, on peut monter en compétences techniques sur des Ouais, types d'achats. Et changer de société régulièrement permet d'acquérir plus d'éléments techniques. Ça, c'est une chose, mais en fait, on se rend compte que la montée en compétences la plus importante que l'on a réussi à avoir et que l'on a aujourd'hui au travers de toutes les personnes que l'on accompagne en formation, c'est une compréhension d'un nombre de contextes différents très important. C'est-à-dire que là, chaque entreprise est différente, chaque organisation est différente, les achats sont plus ou moins intégrés, et c'est surtout ça qui nous permet aujourd'hui d'être en capacité de parfaitement nous adapter à chaque type d'entreprise. Et ça là, et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort parce que, comme disait Guillaume, si vous êtes depuis 20 ans dans une entreprise, vous êtes peut-être un expert technique reconnu, ultra pointu, et vous êtes très bon dans le contexte de l'entreprise, mais si vous changez de contexte d'entreprise, que les achats, je ne sais pas, ne sont plus libres et sont gérés par la finance, ou sont gérés par la supply chain, et que vous n'avez pas l'habitude de ça, eh bien, en fait, ça va complètement vous dérouter dans la nouvelle prise de mission. Et vous allez vous dire, mais je me suis passé complètement à côté de ce que je voulais, ça ne marche plus du tout. Et en fait, c'est juste que le contexte est différent. Et plus vous voyez de contexte, plus vous voyez d'organisations différentes, plus effectivement vous êtes en capacité d'avoir une certaine flexibilité qui vous apportera beaucoup de sérénité au final. ouais, tout à fait. Je ne Mettre en sais pas place de si bonnes tu as pratiques dans mis... les sociétés, mettre en place, c'est très intéressant là, ce que vient d'évoquer, mettre en place de bonnes pratiques. Tu disais, Sébastien, attends, bonnes pratiques dans des sociétés à faible maturité. On va en parler justement de ça. Et on a Et, beaucoup, en fait. Alors, on a un premier volet dans les retours qui sont choisir ses missions, être libre, flexibilité. On a un vrai volet là-dessus. Mais on a beaucoup de personnes qui vont sur l'aspect transformation, arriver à transformer quelque chose. Et pour ça, mm, mais plus on voit de contextes différents, encore une fois, mm, plus meilleur on est, hein. Meilleur on est. Et si en ouais, plus de ça, on peut avoir des outils qui sont reproductibles de mission en mission, quel que soit le contexte, ouais, c'est ouais, c'est ça. le Alors, gain on va, on est va, exceptionnel. on voit, hein, ce qui ressort de ce que vous évoquez, évidemment. Si alors on va voir, il y a deux grands profils, hein, de consultants. On va dire, il y a le consultant indépendant, typiquement, en général, plutôt un manager de transition, ou vraiment quelqu'un qui a une très forte seniorité sur une certaine typologie de famille, qui est très recherché, typiquement le consultant IT, qui va monter sa structure, qui est spécialisé IT, qui fait vraiment de l'optimisation de catégorie IT. Sinon, on a le manager de transition, on va le voir, et lui, il développe effectivement la maturité des organisations avec une approche plus structurée, l'obligation de moyens. D'une certaine manière, il prend le rôle d'un directeur achat en externe. On va revenir dessus plus en détail. Mais on voit, hein, la liberté, l'écoute. Alors ça, c'est très drôle parce que quand on est consultant, en général, on est plus écouté par l'entreprise et par la direction. Ça, c'est assez génial de comprendre que quand on vient de l'extérieur, ce qui est une bêtise, parce que en réalité, c'est pas parce que tu es externe que tu es meilleur. On a des directeurs achats aujourd'hui, voilà. Mais effectivement, dans certaines entreprises, surtout les entreprises à faible niveau de maturité, achat, mais pas que, eh bien, le fait d'être externe permet d'avoir vraiment une écoute, plus intéressante. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont là et à qui ça parlera. Apporter de la valeur, aux entreprises, évidemment, c'est le cœur d'être consultant et effectivement, comment apporter de la valeur aux entreprises?
Si on n'est pas écouté, par exemple, si on n'a pas la liberté de parole, c'est très compliqué. Voilà, monter en compétences plus Ouais, rapidement, ben ça c'est c'est même déroutant l'écoute. On a beaucoup de personnes, j'ai eu une personne hier au téléphone qui m'expliquait ça. Il venait de l'automobile, il arrive dans une société, un type d'activité qu'on connaît bien, c'est une verrerie. mmh, Et finalement, il se rend compte qu'il passe d'une société où tout est très hiérarchisé à une société où c'est de l'industrie lourde, beaucoup plus simple, beaucoup moins de strates hiérarchiques. Et en fait, il est un peu dérouté par ce fonctionnement et effectivement, il se rend compte que les parties prenantes en interne sont beaucoup plus difficiles à mobiliser parce qu'il n'y a pas justement ce strate hiérarchique qui permet en fait, déléguer entre guillemets la gestion ouais. des relations entre les services et entre les collaborateurs. Bon, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'à l'issue de cette heure-là, on va commencer à y voir un petit peu plus clair. Même si encore une fois, sachez que, nous aujourd'hui, on accompagne beaucoup de consultants sur justement le développement de leur expertise, de leurs outils et cetera. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Alors bon, moi je vais être, out pendant quelques semaines, mais avec Sébastien par exemple, qui est là, hem, pour, justement discuter de ces sujets-là. Mais déjà au bout d'une heure là, on va y voir beaucoup plus clair. Donc, on revient sur tout ça. Prendre du plaisir, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, hein. Il y a un moment donné, si on veut continuer à prendre du plaisir, il faut varier voilà, les expériences, gagner en liberté. Et le plaisir vient aussi du fait de ne pas être toujours dans la même entreprise, à faire toujours les mêmes choses, et cetera. La liberté crée aussi du plaisir, mais il faut faire attention entre le rêve du consulting et la réalité du consulting, et on va y venir très rapidement. Parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire et que beaucoup font, et je pense que là, ce live va vous aider à les éviter. Et un élément extrêmement intéressant qui est remonté par Valon, qui, je te félicite Valon pour ta black belt, que tu as obtenue, la semaine dernière. Mais effectivement, varier les secteurs d'activité et les types de catégories, je me suis permis de rajouter ça, Valon. Effectivement, le problème aux achats souvent, c'est que quand tu rentres dans un secteur d'activité, tu es marqué au fer rouge et derrière pour en sortir, c'est très difficile. Quand tu rajoutes à ça le fait que tu vas être spécialisé dans une catégorie. Tu pourrais être spécialisé dans une catégorie ou dans un secteur d'activité, selon ce sur quoi tu travailles. C'est très compliqué d'en sortir. Souvent, on aime bien mettre des étiquettes aux achats parce que beaucoup d'entreprises et de direction achat d'ailleurs mélangent ce qu'est connaître une catégorie avec ce qu'est le métier d'acheteur. On va voir aujourd'hui qu'être acheteur, quel que soit le type de catégorie sur lesquelles on avance, si on est dans la partie optimisation de famille d'achat, d'appel d'offres, etc., en fait, c'est le même métier, c'est le même process. On s'adapte au marché fournisseur auquel on a affaire, on va identifier les leviers qu'on va pouvoir activer. Qu'on travaille sur du transport, des frais généraux, des emballages, de la sous-traitance, etc., c'est exactement le même process. En fait, aujourd'hui, c'est une bêtise ça. Et aujourd'hui, de rentrer dans le consulting et de varier les expériences permet de limiter, on va dire, cette étiquette qu'on nous colle et de favoriser en fait la possibilité de travailler dans plusieurs secteurs d'activité. Donc ça, c'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même important. Et puis quand on est sur un profil de manager de transition, qu'on travaille sur une entreprise qui fabrique des poux pour bébés, ou qu'on travaille, d'ailleurs c'est drôle, on va le faire dans pas longtemps, euh, qu'on travaille dans une entreprise dans la cosmétique, on travaille dans une entreprise même du domaine public, en fait, en réalité, le manager de transition va venir structurer l'obligation de moyens, ce qui a été appelé ici les bonnes pratiques, c'est-à-dire, on va revenir dessus juste après, hein, tout ce qui fait l'obligation de moyens, pour aller générer les résultats. Et en fait, qu'on travaille dans un domaine ou dans un autre, le métier du manager de transition qui structure un service est complètement indépendant du secteur d'activité. Voilà. Mais la méconnaissance du métier des achats fait que si tu as travaillé dans ce domaine-là, on va te prendre plutôt dans ce domaine-là, parce que c'est rassurant pour une direction qui cherche, par exemple, un consultant, mais c'est la même chose pour un directeur achat ou un acheteur. Les objectifs des consultants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans les commentaires là? Dites-nous un petit peu. Hop, on a des managers de transition. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Alors, on a avec Sébastien identifié vraiment 4 stades dans les objectifs d'un consultant. Alors, on va partir, hein, quel que soit le type de consultant, mais là, on est quand même orienté sur le consultant, le top niveau, entre guillemets, c'est-à-dire le manager de transition, le profil qui a de l'expérience, qui monte sa structure en indépendant. Voilà. Lui, vraiment, c'est, on va dire, c'est le profil où il y a le plus de, comment dire, le plus de possibilités de foirer, en fait, hein. Parce que tu deviens chef d'entreprise, mais tu dois trouver tes missions, tu dois les mener, enfin, voilà. C'est le plus compliqué. Quand tu es, par exemple, tu sors d'études et tu rejoins un cabinet de consulting et que ce cabinet te trouve tes missions, te place sur les missions, etc. Il y a d'autres risques, on va le voir.
Mais c'est un petit peu moins complexe. Donc, on va rentrer sur ce métier-là, hein, les objectifs du consultant qui fait du conseil plutôt que du consulting. Alors, bon, la différence entre les deux, on pourra en reparler. Mais c'est pareil hein, pour les personnes qui souhaitent un jour, pourquoi pas, devenir indépendants, monter leur entreprise de consulting. Faut que vous ayez tout ça en tête de toute façon. Alors, le premier stade, c'est générer du chiffre. Quand tu montes ta structure, en fait, souvent, tu quittes ton entreprise. Le profil, hein, Sébastien, on en a accompagné des centaines, je pense même. Oui, clairement des centaines, dont certains parmi vous. Aujourd'hui, tu montes ta structure. Souvent, eh ben, tu quittes un job dans lequel, ben, voilà, pour X raisons, hein. Il y a plusieurs motifs qui amènent à monter sa structure, une mauvaise expérience passée. Parfois, souvent la mauvaise raison pour monter sa structure, c'est de j'arrive pas à retrouver un job, je pense qu'en étant indépendant, ça va mieux fonctionner. C'est pas toujours vrai, ça peut fonctionner pour certains profils qui sont très seniors. Il faut savoir, je sais pas pourquoi, à part peut-être le salaire demandé, mais les seniors, à partir d'un certain âge, ont du mal à trouver des jobs. C'est plus difficile, il y a moins de place en fait, hein. Plus on monte dans la pyramide un petit peu de l'évolution de carrière, plus les hauts postes sont difficiles à trouver. Et donc c'est vrai que parfois monter sa structure permet un petit peu de proposer, une valeur ajoutée aux entreprises qui leur coûte un peu moins cher, qui sont un peu plus libres. Bon, bref, il y a plusieurs sujets. Le vrai gros sujet, c'est générer un chiffre d'affaires suffisant. Ça, c'est le stade 1. C'est-à-dire, si je monte ma structure et que je ne fais pas de chiffres, peu importe la qualité des missions, peu importe que j'ai qu'un seul client, que j'en sois dépendant, c'est vraiment le stade 1. Aujourd'hui, un consultant qui monte sa boîte et qui fait pas de chiffres, comme toute entreprise, bah, ça va être très compliqué. Le stade 2, c'est de ne plus dépendre d'un seul client. Quand on parlait de liberté, de choisir, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, de choisir vos missions. Bah, en fait, le stade 2, c'est de ne plus dépendre d'un seul client. Le gros risque pour un consultant, c'est typiquement celui qui monte sa structure, c'est il se trouve un client, typiquement une belle PME, et en fait, cette PME, elle va lui prendre tout son temps. Parce qu'en fait, il va y passer 3 jours par semaine, ou 2 jours, ou 2 ou 3 jours, et puis en fait, les 2 jours suivants, bah, c'est la facturation, faire les comptes, et en fait, il va être très dépendant d'un client. Si ce client le quitte, eh ben, son activité peut complètement se casser la figure. Par exemple, si c'est une mission qui a durée déterminée, quand la mission se termine, s'il n'a pas prévu l'autre mission et c'est pas facile de faire bien chevaucher les missions entre elles, il va avoir une période de carence. Cette période de carence, il n'y a rien de pire pour un consultant. Alors, ce qu'on retrouve souvent, c'est des consultants qui font appel à des cabinets qui sont spécialisés pour leur trouver des missions. Hein, il y a des cabinets qui sont formidables, comme par exemple Twinids, qui a un énorme réseau de consultants indépendants et qui va placer les consultants dans les organisations. Donc là, effectivement, c'est assez intéressant. Par contre, vous êtes mis en concurrence avec plein de consultants, il faut vraiment se démarquer. D'accord? Mais ça peut vous aider à soulager un petit peu le côté, chiffre d'affaires suffisant et ça peut vous aider à ne plus dépendre d'un seul client, même si souvent, évidemment, c'est des missions à temps plein qui sont proposées. Alors, il y a pas que ça. En général, il faut essayer de trouver comme dans tout, hein, comme dans les achats, hein, manager le risque, hein, ça fait partie du 2e pilier de la mission de la fonction achat. Bah, effectivement, manager le risque et essayer de faire en sorte d'avoir une activité où peut-être on peut faire des missions via un cabinet de conseil qui nous trouve une mission peut-être 2 jours par semaine et puis on pourrait avoir une autre mission qu'on a trouvée nous-mêmes dans une belle PME qu'on accompagne depuis plusieurs années, pareil 2 jours par semaine. On pourrait donner de la formation à côté et on va le voir, aller beaucoup plus loin aujourd'hui puisque le cocon SWOT vous permet d'aller beaucoup plus loin, là-dedans. Vous voyez, j'ai tellement bien préparé le live que j'ai mis stade 2, puis je suis resté à niveau 3, mais c'est stade 3. J'ai pas eu le temps de finaliser, je vais le faire avec vous. Le stade 3, hop, c'est un peu comme une pyramide de Maslow, hein, mais pour éviter de multiplier les pyramides, je l'ai pas mis, mais stade 3, ça va être vraiment de réaliser des missions à forte valeur ajoutée pour de belles organisations. C'est vraiment ce que vous avez remonté juste avant. Prendre du plaisir, apporter de la valeur ajoutée, choisir ses missions, varier, et cetera. Et ça, c'est un vrai sujet. En fait, à partir du moment où tu génères du chiffre, donc là-dessus, tu es sécure. Tu, ne dépends plus trop d'un seul client. Bah, là, tu vas commencer à te dire: «Je veux des belles missions. Je veux vraiment apporter de belles missions, je veux faire de belles missions, je veux choisir mes clients». Tu te payes ce luxe de choisir tes clients. Tout le monde connaît cette phrase: «On se paie le luxe de choisir nos clients». Bah, c'est un petit peu ça. Il y a un moment donné où ce que tu veux, c'est, tu veux plus aller faire les missions à la con, où, tu es un peu un mercenaire, pour aller faire, grappiller, X euros sur un dossier, à un moment donné, tu en as marre, tu rêves de plus. Voilà, et on a eu des cas, hein, puisqu'on a je ne citerai pas le nom, mais on a une consultante qu'on a formée, qui a une très très belle mission chez un grand acteur de la grande distribution en ce moment. Et à temps plein, elle est payée, je sais pas si tu te rappelles, Sébastien, le TJ qu'elle a, mais c'est monstrueux, je crois, elle est à 1 800 par jour ou 2 000 par jour, quelque chose comme ça.
La mission, elle continue depuis des années, donc vous imaginez la facturation qu'elle a en fin de mois. Bah, elle s'éclate pas, c'est vrai, elle nous le dit. Elle s'est quand même formée chez nous, elle veut commencer, voilà. Mais elle gagne tellement bien sa vie, que c'est très difficile de elle est dépendante d'un client, c'est vrai, mais c'est difficile de se dire: «Ouais, je quitte une mission, avec une telle», voilà. Et elle essaye de trouver de la valeur autour, en travaillant le réseau, en allant former, en faisant d'autres choses à côté. Voilà. Donc tout est à prendre au cas par cas et à analyser. Mais en gros, là, vraiment, l'objectif, c'est d'aller chercher de belles missions, de s'éclater parce que souvent, quand on monte sa structure, on est passionné. Même quand on veut faire du consulting en tant que salarié dans une boîte de conseil, euh, on est passionné en général. On se dit, j'ai quelque chose à apporter aux boîtes, j'ai envie de continuer mon apprentissage, j'ai envie de partager, et ça passe par des missions à forte valeur ajoutée dans de belles organisations. Alors, entendez par là, de belles organisations, souvent, c'est des organisations qui ont une maturité suffisante pour faire de belles missions. Une entreprise qui a de très très faible valeur ajoutée, enfin une très très faible maturité, vous n'allez pas pouvoir mener de belles missions. Et enfin, le stade 4, c'est celui d'avoir un impact qui dépasse nos propres intérêts et ceux de l'entreprise. Très, très typiquement, c'est d'intégrer la dimension RSE dans ce qu'on apporte. Quand vous menez des missions achats et qu'en plus, vous réduisez de X tonnes de CO2 l'impact environnemental d'une entreprise, typiquement, que vous favorisez la biodiversité, que vous améliorez les conditions de travail des personnes, ben, vous venez enrichir vraiment ce que vous faites. Et là, c'est beaucoup plus satisfaisant, c'est encore plus satisfaisant. Donc, 4 stades, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en voyez d'autres. 4 stades qui permettent vraiment de comprendre quels sont les objectifs quand on devient consultant. Pour répondre à ça, évidemment, hein, le premier stade, générer le chiffre d'affaires, c'est des missions régulières et éviter les périodes creuses. Le deuxième, c'est multiplier les clients et diversifier son offre, formation, conseil, recrutement. C'est cibler les bonnes entreprises pour le stade 3 et avoir une proposition de valeur qui fait mouche, hein. C'est bien beau de vouloir trouver de belles missions et d'apporter de la valeur ajoutée dans de belles organisations suffisamment matures. Mais si vous, votre propre maturité, elle n'est pas suffisante, votre valeur ajoutée, elle n'est pas suffisante, ils n'ont pas besoin de vous. Et il faut savoir que plus on a un niveau de maturité bas, on va le voir juste après, plus on va aller chercher des entreprises avec des niveaux de maturité faibles parce que notre valeur ajoutée va être considérée comme intéressante. Plus on va avoir une valeur ajoutée haute dans notre proposition de valeur, plus on va pouvoir aller chercher des entreprises avec un niveau de maturité qui est déjà bon, dans lequel on va être écouté, dans lequel on va pouvoir déployer des gros projets avec des belles ambitions. C'est très important de l'avoir en tête. Évidemment, le numéro 3, avoir un impact. Donc là, bah, aujourd'hui, on n'a pas vraiment chez soi d'équivalence dans ce qu'on fait. Hein, aujourd'hui, on a développé une communauté, hein, c'est la plus grande communauté française aux achats, hein, très clairement, en termes d'engagement, de nombre de personnes formées, hein. On a formé 800 personnes l'année dernière, et on a des consultants un peu partout aujourd'hui. Bah, effectivement, le fait de rejoindre une communauté qui partage les mêmes valeurs, qui a une même raison d'être, hein, qui est d'accélérer la transition des organisations vers un modèle qui va être plus performant économiquement et d'intégrer la RSE, ce qu'on appelle la triple performance, bah, effectivement, ça vient être très enrichissant pour un consultant qui n'est plus seul, qui rejoint un cerveau collectif, qui est engagé dans une démarche. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez soi très clairement, parce que les 3 premiers stades, c'est top, hein, mais effectivement, d'aller ajouter cette nouvelle dimension, on va le voir, c'est nécessaire aujourd'hui. C'est quand même hyper intéressant. Avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? L'objectif que je trouve intéressant, c'est aussi le fait d'être consultant permet d'optimiser son réseau. Ouais, bah oui, tout à fait, c'est le point 4, hein. Tu développes ton réseau, tu trouves des missions pour les membres de ta communauté, etc. C'est hyper intéressant. Dans le cas de cette consultante, il n'y a pas de risque qu'elle soit requalifiée en salarié. Ben Valérie, c'est très intéressant. Il y a totalement un risque, je pense. On n'est pas rentré dans le détail, il y a totalement un risque. Et c'est un vrai sujet, hein. Ouais, complètement. C'est un vrai sujet Ouais. pour les clients. D'ailleurs, c'est bien souvent pour Euh, ça. Voilà, il faut ça. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Seb? non, 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 mais ça peut être effectivement un problème. Bon, après, dans son cas, c'est un peu particulier parce que c'est en réalité un problème quand le taux journalier est très faible. Quand il est Ouais. aussi important que celui-là, c'est. Très, très juste. Ouais, très juste. Je vais dire un truc très bête, mais bon, vous avez l'habitude. Euh, il vaut mieux, si vous facturez 600 € par jour versus 1200 € par jour, pour faire le même chiffre d'affaires, vous devez travailler, Sébastien, combien de fois de temps en plus? 2 fois plus. Tic-tac. Ouais, bravo, bravo, bravo. Donc, C'est intéressant, mais je pense que d'ailleurs, dans un autre live, on pourrait effectivement évoquer
les différences de rémunération entre les consultants quand ils réalisent une mission sous la forme d'un diagnostic dans un cadre qui est défini et très clair, avec des outils qui viennent appuyer l'expertise des démonstrations. Je pense qu'on est sur 2 à 300 euros de différence à la Oh journée. oui, largement, oui, oui, tout à fait. 2 à 300 euros de Absolument. différence à la journée si effectivement vous avez réussi à construire vos outils. Et peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont réussi à construire des expertises basées sur des outils que vous présentez à chaque fois que vous avez un nouveau client. Mm. Et peut-être que vous vous en rendez compte, justement, cette différence de valorisation entre finalement donner son CV, dire je suis indépendant et je suis spécialiste de tel ou tel type Ouais, d'achat, versus je fais la transformation, regardez mon support. Rien que regarder la pyramide que l'on montre, présenter ça à une direction en expliquant votre expertise mm. et votre accompagnement va se situer là. Le chemin et la feuille de route, c'est ça. Derrière, vous avez beaucoup moins de discussions à avoir avec l'entreprise pour vendre votre prestation et puis vraiment, vous la valorisez, Ouais, je pense, au moins de 20%. ouais. Alors c'est C'est ce très qu'on intéressant ce que constate. tu dis et je vais apporter une petite note importante quand même qui est très très importante pour le consulting, une petite ajout dans ta réflexion. Je trouve intéressant ce que dit Laurent, hein, difficile de chercher et trouver la nouvelle mission pendant qu'on est en mission. C'est très très dur. Franchement, être consultant indépendant aujourd'hui, quand tu fais pas partie d'un réseau, c'est ce qu'on est en train de créer, nous, hein, très clairement. On crée un réseau aujourd'hui. Soit, en fait, on a la particularité, c'est peut-être pour ça que vous participez à cet événement, on a la particularité d'avoir un gros réseau. Et aujourd'hui, on commence à mettre en place des moyens pour acquérir des missions de consulting qu'on confie en fait à notre communauté de consultants. Et en fait, on peut pas être bon partout. C'est très très compliqué hein, de monter sa structure. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien. Euh, euh, nous, on s'en est très bien sortis. Pourtant, j'ai démarré quand même très jeune. Euh, et en gros, ça marchait que au bouche à oreille. J'ai vraiment démarré dans des PME. Le patron était content de ce que je faisais, il en a parlé à son pote, qui en a parlé à son pote. Et de mission en mission, j'ai commencé à escalader jusqu'à faire des boîtes, de très très grosses boîtes que vous connaissez tous. Et ça s'est fait vraiment petit à petit au bouche à oreille. Et j'ai jamais vraiment cherché de mission. Ça a été très dur pour nous, le moment où on a dû commencer à trouver des entreprises en dehors du réseau du bouche à oreille, en fait. Et c'est un vrai sujet, hein, Laurent, ça. On va en parler, mais aujourd'hui, ce qu'on met en place, bah, évidemment, on est présent sur Internet. Quand quelqu'un cherche, bah, il nous trouve. Et puis évidemment, sur LinkedIn, vous avez sans doute vu qu'on a relancé l'activité de consulting récemment, il y a à peu près 4 5 mois, officiellement, puisqu'on formait beaucoup de consultants ces dernières années. C'est un vrai sujet. Pour finir sur ce que tu disais, Sébastien, c'est très intéressant. Alors, je vais essayer de le résumer rapidement parce que le temps passe et on a beaucoup de choses à vous montrer. Mais en gros, quand tu arrives dans une entreprise, en quelques questions, tu peux savoir son niveau de maturité. Voilà. On va pas vous faire un cours sur la maturité, c'est pas le sujet. Vous avez accès sur notre site internet au questionnaire de maturité, etc., etc. Donc, vous arrivez dans une entreprise et vous vous identifiez son niveau de maturité, soit en tant que manager de transition, soit en tant que consultant spécialisé dans un domaine. Ça va vous permettre de faire quoi? À votre avis, est-ce qu'à une entreprise qui est dans une vision quotidienne, qui est dans des ruptures, etc., est-ce que je vais lui vendre un niveau 4 de maturité, même si je suis capable de le faire? La réponse, c'est non. En fait, il faut savoir que, et ça c'est quelque chose que j'ai, et Sébastien aussi d'ailleurs, qu'on a appris à la sueur de notre front, et ça nous a coûté des dizaines, sinon des centaines de milliers d'euros, hein, Sébastien, je pense qu'on peut le dire, bah, c'est en fait de ne pas adapter notre offre au niveau de maturité de départ d'une organisation. Il faut savoir qu'on ne saute pas les niveaux de maturité. On passe d'un niveau de maturité à un autre. Donc une entreprise qui est aujourd'hui dans une vision où c'est le feu quotidien, il y a des ruptures, ce qu'elle veut, c'est mieux maîtriser son risque, c'est structurer ses approvisionnements. D'accord? C'est passer d'une vision quotidienne à une vision mensuelle, c'est planifier ses besoins. En général, à ce niveau-là, elle va pouvoir commencer à négocier avec les fournisseurs et elle va essayer de cocher les indicateurs RSE pour avoir une bonne note EcoVadis, typiquement. Alors, j'ai dit EcoVadis, mais ça peut être d'autres choses. Donc là, vous voyez, une entreprise de niveau 1, vous lui vendez pas la RSE, le management de la triple performance, l'excellence opérationnelle, pas du tout. Vous allez lui faire peur. Et il faut savoir parler aux directions générales en fonction de leur niveau de maturité et de leurs objectifs. Et vous, comment dire, vous adaptez vraiment votre discours en fonction de ce que vous dit la direction générale et de votre connaissance de la pyramide. Ça va vous permettre vraiment d'ajuster et de lui présenter des étapes qui vont faire un sens logique dans son esprit.
Et vous pouvez utiliser la pyramide, que vous soyez consultant achat SWOT ou pas. Vous pouvez vraiment utiliser la pyramide. Beaucoup d'entreprises le font, beaucoup de consultants le font déjà. Ça fait grand plaisir que vous pouvez l'utiliser, évidemment. Donc, si on est sur un niveau 2 de maturité, là, c'est pas mal. Vous planifiez vos besoins, vous négociez avec vos fournisseurs. Est-ce qu'on ne créerait pas un vrai service achat? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne viendrait pas commencer à structurer un service achat qui va vraiment manager la performance économique en activant les leviers commerciaux, les appels d'offres, etc., qui va vraiment manager le risque en prenant plusieurs fournisseurs, qui va commencer à mener des projets achats responsables, qui va commencer à piloter son data management financier, qui va avoir une vision annuelle. Et si vous avez une entreprise de niveau 3, c'est là où on va aller chercher les plus belles missions, et ben là, on peut commencer à vendre vraiment la fonction achat d'aujourd'hui, hein, qui est très très proche de ce qu'on appelle la transformation de la supply chain. On va intégrer vraiment la vision de TCO, les leviers techniques, on va intégrer la dimension RSE, on va intégrer les attentes des parties prenantes, on va intégrer la RSE au processus, on va intégrer l'extra-financier dans le data management aux côtés du financier, on va avoir une vision pluriannuelle stratégique, et on va vraiment aller chercher les plus hauts niveaux de maturité. Donc, adaptez votre niveau de maturité. Pour terminer, si vous êtes capable d'amener une entreprise sur un niveau 3, vous savez, voilà, j'arrive dans une boîte, je mets en place des bonnes pratiques, c'est-à-dire, je sais qu'il faut mettre en place des process, il faut recruter, basiquement, voilà, on va faire, restons là-dessus. On va essayer d'optimiser les achats en faisant des appels d'offres, etc. Vous ne pourrez pas, si vous êtes capable de faire ça et que l'entreprise est déjà dans ce niveau-là, elle peut faire appel à vous parce qu'elle a un trou dans ses effectifs. Je sais pas moi, la directrice achat est partie au hasard en congé maternité ou il y a eu un licenciement, un départ rapide. On vient faire appel à vous pour une expertise qui est déjà en place. Et vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas capable de l'amener sur le niveau supérieur, vous la laisserez dans le niveau à laquelle elle est actuellement et c'est très bien. Mais vous n'irez pas chercher des hauts TJM et vous n'allez pas chercher à révolutionner les choses, à améliorer vraiment les choses et à vous éclater dans votre boulot dans le sens où vous allez amener de la construction. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, attention, hein. C'est très rare qu'un niveau 3 n'ait pas des choses à consolider sur ces niveaux inférieurs, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Si par contre vous êtes capable d'amener une entreprise sur un niveau 4, voire un niveau 5, vous allez vraiment pouvoir amener une valeur ajoutée très importante, ce qui pourrait vous permettre d'arriver dans un poste, d'accompagner l'entreprise sur la consolidation de son niveau 3, l'amener sur le niveau 4, aller générer beaucoup plus de résultats, on va le voir, financiers, risques, etc., RSE évidemment. Et pourquoi pas, ça pourrait aboutir sur derrière une mission plus long terme. Il faut savoir que la satisfaction que vous amenez dans vos missions, et ça vous le savez tous, fait en sorte que derrière elles sont prolongées, fait en sorte qu'il y ait du bouche à oreille, fait en sorte que, ainsi de suite, et fait en sorte surtout que votre TJM va être beaucoup plus élevé. Enfin surtout, De entre toute autres. façon, puis vous allez pouvoir vous valoriser. En fait, souvent la problématique de trouver des missions en parallèle, c'est effectivement difficile quand on travaille. Et en fait, ce que l'on oublie, c'est que quand on termine une mission, souvent on la valorise pas assez Mmh. sur les réseaux. On valorise pas assez ce que l'on a réalisé, même chez son propre client. Et Mmh. souvent, une des premières difficultés que vous avez, c'est ça. C'est effectivement euh, le résultat de vos plus belles réussites ne travaille pas pour vous. Parce que vous l'avez pas valorisé, vous l'avez pas mis en avant et même, des fois, vous êtes même pas capable de le présenter au client suivant parce que vous avez pas préparé de présentation ou quoi que ce soit de, la super réussite de votre premier projet. Et en Oui. fait, ça, c'est un problème de fond effectivement, qui peut être assez important. Mais si vous êtes en capacité de mener des projets de transformation ou de structure des achats, vous allez sortir du mode je cherche un expert ultra technique, ultra pointu, en sachant que cet expert ultra technique pointu sur un type d'achat va finalement être malheureusement très dépendant de l'état du marché économique. Ouais. Ouais, tout à Et fait. ce qu'on entend depuis un an et demi, c'est que les acheteurs spécialisés dans un domaine très particulier, donc on prenait l'IT, l'informatique, on pourrait dire, je sais pas moi, un acheteur de transport, un acheteur de Mmh. prestations de maintenance, un acheteur d'intérim. Et bien là, depuis un an et demi, ils ont tous du mal à trouver une nouvelle mission parce que en fait, le marché économique est tendu et donc les entreprises essayent coûte que coûte de faire par elles-mêmes la gestion de ces achats spécialisés. Ouais, Parce que tout à on fait. se dit, ça devient compliqué, un acheteur spécialisé va me coûter très cher. Par contre, ce qu'elles ne peuvent absolument pas faire elles-mêmes, c'est avoir cette prise de recul nécessaire pour passer du niveau 2 au niveau 3 de maturité ou du niveau 3 au niveau 4. En sachant que les missions du niveau 2 au niveau 3, généralement, on est sur des missions de 3 mois, 4 mois.
parce qu'on a besoin de venir structurer. Généralement, vous allez proposer une solution de gestion des data de l'entreprise. Vous allez restructurer une segmentation achat. Vous allez redéfinir qui fait quoi en termes d'achat et comment on le fait. Ça, généralement, c'est vraiment la mission niveau 2, niveau 3 et niveau 3, niveau 4. Là, on va aller beaucoup plus loin dans la mise en place d'une stratégie court et long terme dans l'entreprise. Et là, vous êtes beaucoup plus sur des missions de 8 à 10 mois sur votre expertise. Mais les deux sont valorisables. Il ne faut pas oublier de le valoriser. Il ne faut pas oublier de le mettre en avant sur LinkedIn et faire un peu un book de business case que vous allez réaliser. Et c'est ça, en fait, qui travaillera pour vous et qui vous permettra de trouver des missions qui seront en plus pas des missions moutons à 5 pattes. C'est encore un autre problème du consultant spécialisé, de l'expert en transport. On va lui demander de trouver, de gérer une prestation de transport pour quelque chose d'intransportable, que personne ne veut transporter et pour lequel il n'existe aucun transporteur. J'aggrave un petit peu le scénario, mais on l'a vécu tellement de Ouais, fois. ouais, les missions qui sont Et, en fait qu'on peut pas réaliser. Mais c'est hyper intéressant. Faut qu'on avance, Seb. Bon, après on est comme. Mais c'est un véritable sujet, hein, savoir identifier les pièges, les moutons à 5 pattes et avoir une approche qui est standardisée en fait. Nous, c'est ce qu'on fait. On va vous montrer d'ailleurs parce que ça peut vous inspirer, que vous nous rejoigniez ou pas, c'est pas du tout la question. C'est que vous puissiez voir aujourd'hui ce qui se fait en consulting, pour que vous ayez conscience de ce que vous apportez aujourd'hui, de où vous pouvez aller, à quel niveau vous pouvez aller et qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait en termes de réussite sur votre activité personnelle. Pour terminer sur l'approche, hein, parce que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit en 2024, hein, donc à partir de début 2025, c'est le résultat de la dernière étude qu'on a fait, tout est disponible sur l'espace ressources de notre site. Hein, vous avez les replays sur YouTube, vous avez beaucoup de choses, donc allez jeter un œil. On voit une bascule très claire des services achats vers le niveau 4. Aujourd'hui, l'intégration de la dimension RSE notamment nécessite de passer sur des niveaux 4 et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie bascule qui se fait, ce qui veut dire que plus les services achats vont basculer vers le niveau 4, moins les consultants qui sont dans une approche niveau 3 vont avoir un vivier de missions possibles et d'entreprises élargi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous avez une opportunité, parce que les boîtes, elles doivent y aller, là. Vous avez une opportunité de vous positionner pour aller accompagner des boîtes en niveau 2, 3 sur des niveaux 4. Et en même temps, si vous ne le faites pas, vous allez commencer petit à petit à avoir votre offre de conseil de valeur ajoutée qui va commencer à être daté, comment dire, has-been entre guillemets, par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui des entreprises. Donc il est très important aussi, la fonction achat évolue, et ben, le consulting achat, le conseil achat évolue avec lui. Et c'est important à nous en tant que consultants, parce qu'en fait, nous sommes tous consultants ici, ben, c'est en fait d'adapter notre offre. Alors, très rapidement, pourquoi les entreprises font appel à des consultants? Elles le font pour une seule et unique raison, c'est accélérer leur obligation de résultat. Aujourd'hui, tu ne fais pas appel à un consultant juste pour avoir quelqu'un dans ta boîte. D'accord? Tu fais appel à un consultant pour aller améliorer tes résultats. Tes résultats, c'est quoi? C'est mieux manager ta performance économique, mieux manager ton risque sur la supply chain. Ça, c'est la fonction en achat d'avant, c'est le niveau 3 de maturité. Et encore, on va voir que on va beaucoup mieux gérer le risque et la performance économique quand on est sur des niveaux supérieurs. Et bien sûr, aujourd'hui, manager la RSE et manager les attentes des parties prenantes. Aujourd'hui, la finalité est toujours la même. Quand tu fais appel à un manager de transition, par exemple, qui va venir structurer ton service achat, tu le fais comme si tu mettais en place une direction achat pour que le service achat, pour que les 40 à 80% de ton chiffre d'affaires et tes impacts RSE soient parfaitement maîtrisés en termes de performance économique, de risque, d'RSE et de réponse aux attentes des parties prenantes. Et ça permet vraiment de comprendre hein, ce pourquoi on fait appel à un consultant. Si on résume, le consultant, c'est un moyen qui est mis à disposition dont l'entreprise, voilà, là c'est typiquement la préparation du live où la phrase n'est pas très claire, mais en gros, c'est un moyen dont l'entreprise dispose pour en finalité améliorer, euh, hop, dont l'entreprise dispose pour en finalité améliorer ses résultats, tout simplement. Nous sommes un moyen humain qui pourrait être en fait finalement une personne internalisée, mais pour X raisons, on ne va pas être un salarié, on va avoir une approche beaucoup plus, enfin une approche externe, parce que soit c'est un besoin spot, parce qu'on veut vraiment vite optimiser, puis ensuite on rentre en vitesse de croisière, soit on a un trou dans les effectifs, soit on n'a pas la possibilité d'embaucher. Il y a plein de possibilités par rapport au fait d'intégrer un consultant, mais nous sommes un moyen dont l'entreprise va disposer pour aller améliorer ses résultats. Et dans ce cadre-là, on peut intervenir à deux niveaux. On a deux grands sujets. On a les profils de consultants qui vont jouer un rôle dans l'obligation de moyens qui est nécessaire pour aller générer les résultats.
Là, on va retrouver le manager de transition, le DHA externalisé, mais on peut retrouver, dans certains cas, des spécialistes, d'accord? Qui vont venir structurer les choses. Typiquement, un spécialiste IT, RSE ou autre. Typiquement, le spécialiste achat responsable, il va vraiment structurer la partie RSE de l'excellence opérationnelle, hein. Vous avez sous les yeux l'hexagone organisationnel, qui sont les 6 axes qui permettent, on va revenir un petit peu dessus juste après, qui permettent de structurer et d'atteindre l'excellence opérationnelle aux achats, qui fait partie des gros sujets pour aller développer la maturité des organisations. D'accord? Donc, en fonction du niveau de maturité, on a des actions à mettre en place pour venir structurer la partie organisationnelle d'un service pour aller générer des résultats, hein. Il n'y a pas de moyens sans, il n'y a pas de résultats sans moyens. Et les moyens sont toujours mis au bénéfice du résultat. On ne met pas en place des moyens juste pour mettre en place des moyens. Les entreprises, elles ne dépensent pas de l'argent pour rien. Elles le font pour être plus performantes au niveau économique, risque, RSE et partie prenante, toujours. Ça, c'est le premier profil de consultant. Le deuxième profil, c'est l'obligation de résultat. Je fais appel à un spécialiste catégorie avec plus ou moins de seniorité, ou même qui peut être un très junior qui n'a pas encore de spécialité. Son but va être de venir me générer des résultats. Donc typiquement, le spécialiste IT, vous avez un budget de 20 millions d'euros en IT avec telle et telle typologie de famille. Je fais appel à vous pendant un an pour que vous alliez m'en tirer un maximum de performance économique, de management du risque, de réduction des impacts RSE et de réduction des attentes des parties prenantes, tout simplement. Alors si on vise un niveau 3, ça va être juste la performance économique et le risque. Tout dépend évidemment des objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc, il y a deux grandes approches. Il y a celui qui va venir là pour structurer les moyens et il y a celui qui va venir là pour générer des résultats. Voilà. Il est rare qu'un consultant fasse les deux. Typiquement, un manager de transition, il est rare qu'il mène aussi, en même temps que la structuration, des projets sur des catégories d'achat. Mais ça peut tout à fait exister. Ça dépend de la taille de l'entreprise, souvent. Une petite PME, tu vas tout faire, en fait. Tu vas à la fois structurer le service, mettre en place les process, le data management, voilà, valider les indicateurs, etc. Mais en plus, tu pourrais mener des projets sur les transports, sur les emballages, par exemple. Et pour faire Ah, ces deux leviers-là, enfin, ces deux niveaux du métier, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une expertise toute prête, d'avoir des outils prêts, encore une fois, parce que c'est très dur de pouvoir s'adapter à chaque entreprise. Donc, si à chaque fois vous devez réinventer la poudre, ben, vous mettez ouais, tellement d'énergie, vous finissez vos journées tellement fatigués et que effectivement, ouais, c'est compliqué d'enchaîner sur les missions, c'est compliqué de pouvoir ouais, répondre potentiellement à des nouvelles sollicitations parce que vous avez mis trop d'énergie, parce que votre expertise n'est pas scalable. Combien de ouais, consultants nous disent, mais finalement, à chaque mission, je réinvente un peu mon approche, mon expertise, pour que ça fonctionne. Et en fait, ça, c'est oui, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est oui, très important de passer son énergie avant dans la préparation, dans des outils dans lesquels vous pouvez avoir confiance pour derrière être en capacité de faire que de l'application et on va dire de la petite correspondance par rapport aux différents contextes que vous allez rencontrer en face de vous. Et ça oui. vous permettra de sortir même de votre spécificité. Si vous êtes très agro, vous pourrez sortir de l'agro et faire un peu d'industriel, sortir de l'industriel pour faire un peu de service. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les secteurs d'activité. Ouais, tout à fait. Alors, on va venir maintenant sur aussi un élément extrêmement important qui est la contribution d'un consultant à l'obligation de résultat, qu'il soit sur la structuration de l'obligation de moyens ou sur les résultats, va être complètement dépendante du niveau de maturité qu'il pousse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de pourcentage de performance, on se rend compte qu'aujourd'hui, un niveau 2, il va en général négocier avec ses fournisseurs. Il a un niveau d'optimisation de la performance économique qui est de 16%. Là où un niveau 3, il va passer à 46. Il y a une différence entre négocier avec ses fournisseurs en fin d'année et faire des appels d'offres qui peuvent être contrats pluriannuels avec de la massification, etc. Et un consultant de niveau 4 qui va intégrer les leviers techniques, par exemple, si on parle du transport, là, je négocie avec mes fournisseurs en fin d'année, on m'annonce 6, je prends 3 et j'ai l'impression d'avoir fait une bonne négo. Là, je fais un contrat, un appel d'offres avec, je sélectionne 2 ou 3 fournisseurs, j'ai des contrats sur plusieurs années avec des formules de de prix, j'ai optimisé le mix des destinations en fonction des fournisseurs, du poids, des spécialités départementales, etc. Ben là, je vais faire beaucoup plus de gains. Et puis niveau 4, je vais carrément revoir la manière dont j'ai palettisé les marchandises, qui va me permettre de réduire de 20% le nombre de camions que j'expédie par an. Je vais par exemple revoir les flux.
de mes marchandises parce que je me suis rendu compte que j'envoyais énormément de marchandises au même endroit et qu'au lieu de faire partir ça dans tous les sens, je mets en place une navette qui va directement à un point plus proche des lieux de livraison, ce qui me permet de réduire largement les kilomètres parcourus par la marchandise et de faire des gains importants. Vous voyez la différence hein, entre un niveau 2 et un niveau 4 de maturité. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même extrêmement important. Et ben c'est pareil au niveau du risque. Aujourd'hui, un niveau 2 de maturité qui négocie avec son fournisseur en général, c'est rare qu'il y en ait deux, il ne manage pas du tout son risque. Demain, le fournisseur lui dit je vous mets 7% ou je m'en vais, j'arrête de vous livrer. On est complètement dépendant du fournisseur. Si demain il y a une crise comme ça a été le cas pendant le Covid, c'est pas le client de niveau 2 de maturité, l'acheteur qui va être privilégié. C'est plutôt l'acheteur qui va avoir des contrats sur plusieurs années avec les fournisseurs, qui va être engagé, etc. Et puis même si le fournisseur le lâche, il en a deux autres, par exemple. Donc là, on manage beaucoup plus le risque. Et ça va encore plus loin dans le niveau 4. Par exemple, on peut penser le produit, on peut penser les choses pour réduire le risque. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je te donne un exemple, celui que j'ai donné tout à l'heure. Réduire les kilomètres parcourus par la marchandise avec des lignes qui sont repensées avec les fournisseurs, ben, on réduit les ruptures de charge, donc on va avoir beaucoup moins de risques sur la supply chain. Et donc on voit que tous les leviers inférieurs à un niveau sont activables dans le niveau 4, par exemple. Hein, les leviers niveau 2, niveau 3, tu peux faire des appels d'offres, des contrats pluriannuels, tu les fais dans le niveau 4. Mais tu vas rajouter des leviers supplémentaires. On essaiera de vous faire une petite visibilité là-dessus rapidement pour ceux qui restent. On va évidemment dépasser le timing. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme différence dans votre valeur ajoutée, dans vos résultats et donc naturellement dans votre capacité à mieux vous vendre et à être plus adapté aux attentes des consultants. Alors, pour finir, réussir Juste comme consultant, pour ouais, répondre dis-moi. à la question de Laurent, si on revient sur la slide d'avant, il y a un point qui est très important, c'est qu'on nous dit souvent, oui, mais n'oubliez pas les parties prenantes. C'est justement le dernier point. Donc, il faudrait descendre un peu dans la slide parce que le commentaire de Laurent masque un peu cette partie-là Ah ouais, et il est remonter, là. voilà. Et Ouais, effectivement, pardon. c'est là où on va avoir le plus d'impact parce que de toute façon, c'est là où sont les plus gros freins. Quand on est Eh consultant, oui, bien c'est sûr. souvent le manque de transversalité, le manque de maturité des autres services. Parce que on l'a toujours dit hein, dans notre approche, c'est qu'on ne peut pas amener un projet de transformation aux achats si seuls les achats sont transformés à la fin. C'est pas possible. Oui, Donc toutes tout les à fait. parties prenantes dans l'entreprise doivent évoluer et monter en capacité avec vous. Et effectivement, on doit s'adresser à tout le monde. Ouais. Encore une fois, si on s'adresse à tout le monde en se disant bon, bah, à chaque fois, je dois réinventer ma façon de parler en fonction des interlocuteurs que j'ai en face de moi parce que j'ai pas forcément d'outils ou de support pour faire comprendre Ah ouais, la perte de temps est la énorme. finalité. Mm. La perte de temps est énorme. La perte de temps est énorme et c'est ce qui peut vous faire planter vos missions. C'est souvent d'ailleurs les parties prenantes qui vous font planter vos missions ou qui les rendent imbuvables et même très difficiles à mener. Et donc, en Mm. fait, effectivement, on doit travailler là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on a justement cette approche en 4 dimensions qui intègre toujours les impacts sur les parties prenantes. Ouais, tout à fait. En fait, ça fait partie des quatre axes de la mission de la fonction achat. Aujourd'hui, si tu ne réponds pas aux attentes de ton consommateur, de ton client final, tu es complètement à côté de la plaque. Typiquement, l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'acheteur de Komodo de véhicules chez Dacia ou chez Porsche. Il va pas du tout avoir les mêmes approches parce qu'il n'a pas les mêmes clients. Donc les parties prenantes, elles sont externes, clients, consommateurs, etc. Mais elles sont aussi internes, où tu vas essayer de répondre à leurs attentes sur les contraintes de production, sur les questions de marketing. Et ça, on va le voir, c'est quelque chose qui est complètement intégré hein, dans l'approche. Donc pour finir, et après on va vous montrer un exemple concret de comment on fonctionne, ça va devrait vous inspirer. Réussir comme consultant, ça dépend de votre propre maturité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maturité des organisations évolue avec des obligations réglementaires. Le monde est en train d'évoluer. En plus, l'IA vient se rajouter à ça. Aujourd'hui, l'IA est capable de proposer des niveaux de maturité assez intéressants dans certaines approches. Et en fait, effectivement, si vous n'évoluez pas, il est probable que vous ayez de plus en plus de mal à trouver des missions et que ce soit de plus en plus difficile. Il est très important d'évoluer constamment. Voilà, l'image que je reprends souvent, c'est l'image de l'évolution des espèces, de Darwin, à l'image des espèces. La fonction achat, les fonctions qui survivront dans le monde de demain seront celles qui s'adapteront le mieux au changement. C'est la sélection naturelle. Effectivement, s'adapter au changement, c'est survivre. Et aujourd'hui, dans les métiers comme les achats, l'évolution du métier de la fonction achat va assurer sa survie. Et la survie des consultants achats va se faire aussi par l'évolution de la valeur ajoutée qu'ils proposent. C'est pas parce que tu as bossé 30 ans à être un super négociateur que finalement, ce que tu sais faire là aujourd'hui ne va pas être facilement remplaçable demain. D'ailleurs,
Je rappelle qu'on met à disposition certaines IA gratuitement sur notre site internet, notamment, je crois que c'est Hector qu'on met à disposition. Vous allez voir la vitesse de préparation d'une négociation, c'est gratuit. Vous pourrez aller le tester. Vous allez voir qu'aujourd'hui, préparation de négo, j'ai négocié pendant des années, je n'égale pas Hector sur la vitesse et la qualité de préparation des négos. On va prendre deux exemples. Le manager de transition et le consultant spécialisé. On va vous montrer comment on fait aujourd'hui pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, on va commencer par le manager de transition. Je vais faire très court et je vais vous montrer vraiment les outils, etc. pour que vous puissiez voir. Alors, si on va sur notre site internet, vous voyez ici, vous êtes sur le site internet de SWOT, on a dans nos solutions le diagnostic 360. Donc, quand on est en approche management de transition, eh bien, on va proposer un état des lieux, un diagnostic à 360 degrés de l'organisation, tout simplement. Et donc, pour faire ça, en fait, on va proposer une approche qui va être avec des clés, des clés qu'on va proposer comment dire, aux directions générales, pour avoir une vision précise de ce qu'il faut mettre en place, de où ils en sont, etc. Et donc, on a 4 étapes clés. On va commencer par structurer les tableaux de bord. Donc, on va commencer à récupérer toutes les datas et à les mettre en forme pour qu'on ait une vision de toutes les dépenses par famille, etc. Je vous invite à regarder sur notre site internet, enfin plutôt sur YouTube, le tableau de bord de SWOT que vous connaissez probablement. On est centre de formation en data management certifié, donc on a formé des milliers de personnes sur ta formation, Seb, parce que c'est Seb le spécialiste de ça. On va venir cadrer toute l'obligation de moyens. Donc, comment on va évaluer la maturité, comment on va atteindre l'excellence opérationnelle, toute l'obligation de résultat, on va identifier dans les portefeuilles les familles à haut potentiel pour aller générer des résultats, et on va consolider et présenter les résultats, tout simplement. Et donc, en fait, on va venir totalement faire un état des lieux complet de la structure. Et comment on fait ça? Et là, ça va devenir intéressant. Vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, il y a effectivement plus de 15 ans de R&D autour de la méthode Impact 3 et de la façon de structurer l'accompagnement d'une boîte. Mais aujourd'hui, dans chaque entreprise qu'on crée, là vous êtes sur le logiciel, dans chaque entreprise qu'on accompagne sur un diagnostic, et vous allez voir que la suite du diagnostic, évidemment, c'est de se proposer en tant que directeur achat temps partagé, de positionner des consultants, de recruter, etc. Eh bien, on va venir intégrer les équipes dans un espace qui est dédié à l'entreprise. On va venir y intégrer les portefeuilles achats, d'accord? Et par exemple, dans le cadre d'un diagnostic d'entreprise, on va venir identifier les niveaux de maturité. Pardon, vous avez ici tous les indicateurs pour définir la maturité, ce qui nous permet ici d'identifier quel est le niveau de maturité de l'organisation en point de départ, ce qui permet à l'entreprise de savoir, voilà, aujourd'hui je suis niveau 3, voilà les conséquences de mon niveau 3. Pour information, vous avez ici hop, des IA qui vous aident à remplir tous les éléments. Donc typiquement, on a Barak sur la maturité achat ici. Barak, en fait, il vous accompagne de bout en bout pour structurer l'analyse de maturité de votre service. Vous allez avoir un autre élément qui est encore plus important, c'est l'excellence opérationnelle. Je sais que j'ai vu dans vos commentaires qu'il y en a à qui ça va parler. On va avoir les 6 axes de l'excellence opérationnelle. Rappelez-vous, c'est la petite image d'hexagone qu'on a vue, où là, vous avez tous les indicateurs de l'excellence opérationnelle relatifs aux ressources humaines, aux compétences, tous ceux relatifs à la gouvernance, à la culture d'entreprise, aux valeurs, toutes celles liées à la méthode, à l'amélioration continue, au processus, toutes celles liées aux outils, au management de données, toutes celles liées au développement durable, à la RSE, aux achats responsables, tout ce qui va être innovation et technologie. Et donc là, typiquement, on a une IA qui est spécialisée, qui d'ailleurs, au hasard, s'appelle Léonard. Ça, c'est quand même drôle de tomber là-dessus. Tac. On a ici Léonard, d'accord? Et par exemple, si on veut qu'il nous fasse l'analyse des OI step by step, on peut faire peut-être ressources humaines. En fait, c'est des IA qui sont programmées, donc vous les avez sur Copilot, ChatGPT, mais vous avez aussi la version intégrée à SWOT, d'accord, dans notre logiciel, qui permet de déposer des documents de l'entreprise de manière un peu plus fermée, en fait, très simplement. Vous voyez, là, on va faire l'analyse. Donc là, je vais lui dire, par exemple, que je veux faire une analyse des OI, de l'OI ressources humaines chez Aromazone. Vous voyez, je mets juste le site d'Aromazone. Et donc là, il va me poser des questions. Je vais lui dire, c'est un grand groupe, interprète, mais il faut imaginer que là, vous y passez évidemment beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, moins de temps qu'avant, très clairement. Je lui laisse interpréter et il va me faire une analyse, vous voyez, grand groupe, à confirmer. Voilà, il va nous proposer en fait des analyses des différents OI. Vous voyez ici, tac. Il nous pose plein de questions pour qu'on aille définir une notation sur le diagnostic qui va se retrouver ici, tac, sur les ressources humaines. Et donc, par exemple, sur le premier critère qui va être qualité des processus, eh ben, à force de nous poser des questions,
on va savoir quelle est la qualité du processus d'intégration de nouveaux employés au sein du service achat. On va pouvoir définir une note. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déposer les éléments de notre analyse directement dans le logiciel. Donc, on va voir la justification de la note qu'on a mis avec pourquoi pas des éléments de preuve qui peuvent être, pourquoi pas, le process d'intégration d'un consultant ou quel est le process d'onboarding d'un consultant. Et là, vous avez, de la même manière que vous l'avez pour la maturité, vous allez retrouver ici les différents niveaux de performance sur les axes et vous allez voir où est-ce que l'entreprise en est en termes d'excellence opérationnelle. Ça, c'est extrêmement efficace quand vous arrivez dans une boîte pour faire un diagnostic, vous en conviendrez. Si on rentre sur la partie stratégie, vous allez rentrer les différentes familles. Par exemple, là, on a parlé du transport tout à l'heure, mais je suis pas référent, donc je vais pas l'utiliser sur le compte que j'ai pris. Mais par exemple, le complexe aluminium, eh ben, on va faire le même travail. Vous voyez ici, on va rentrer pour les différents SMR, donc Sustainable Management Reporting, c'est vraiment les indicateurs pour identifier les matérialités économiques d'une famille d'achat sur l'entreprise. Par exemple, quel est l'impact sur la performance économique des complexes aluminium dans une entreprise comme Capco qui fait des capsules de surbouchage pour le vin. Et ben, on va venir noter et mettre des pondérations sur chaque critère. On peut en rajouter, on peut en enlever évidemment si c'est pas pertinent pour notre activité. Et on va pouvoir rajouter ici, vous voyez, des documents et une descriptif du pourquoi. Et encore une fois, ici, vous retrouvez là Eustache. Je vous montre là, tac. Et on peut choisir entre les différentes IA disponibles pour venir nous aider à définir ces notes-là. Pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse de structuration d'une stratégie, donc on va faire pareil pour le risque, pareil pour la RSE, avec là on a pris les critères de la CSRD directement, mais on peut mettre tous les référentiels que l'on veut. Les matérialités sur les parties prenantes, vous voyez les utilisateurs internes, quel est l'impact des complexes aluminium sur les utilisateurs internes, sur la direction générale, sur les clients, les fournisseurs, les communautés locales. Ça reprend exactement ce qu'a dit l'un d'entre vous tout à l'heure, j'ai plus le nom en tête de la personne qui avait commenté, mais effectivement, voilà. Et ça va vous permettre d'avoir des matrices d'analyse, comme ici. Alors, je vais désélectionner quelques-unes pour qu'on ait la vision. Vous voyez ici, par exemple, vous avez toutes les familles qui vont être positionnées. Ça vous permet d'identifier où est-ce qu'on en est en termes d'impact sur la famille complexe aluminium. On voit qu'on a une note de 2429 sur 10 000, avec un critère économique à 7, risque à 7,3, RSE 7,2 et partie prenante à 6,6. Et ça nous permet vraiment de savoir où est-ce qu'on en est pour ensuite proposer, dans le cadre du diagnostic, un plan d'action. Vous voyez ici, on a toutes les familles. Alors, je peux en sélectionner plus pour que vous puissiez voir. Tac. Ici, on a toutes les familles et vous allez avoir les différents impacts économiques, risques, RSE partie prenante, tous les indices qui vont permettre de générer de la data financière, extra-financière, de risque, donc des indicateurs très simples qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez pouvoir en plus structurer des plans d'action. Vous voyez ici, vous calez vos plans d'action directement dans le logiciel pour avoir un plan d'action que vous pouvez proposer à l'entreprise pour les équipes achats de l'entreprise, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on propose dans le cadre d'un diagnostic, par exemple. Et vous imaginez, vous arrivez avec un tableau de bord, l'analyse, l'espace entreprise. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que vous allez gagner du temps dans la qualité de vos accompagnements sur un diagnostic, par exemple? Ça permet d'avancer plus vite, ça permet d'utiliser l'IA, ça permet d'intégrer la RSE et ça permet de s'adapter au niveau de maturité de l'organisation directement. C'est clair, Seb? Ça va? Oui, ouais, complètement. Bon, super. On va faire un On n'a dernier pas trop focus. dépassé, donc ça va. Ça va. Vous avez en plus ici des espaces ressources pour information. Donc, des modèles de diagnostic prêts à être déployés. Donc, vous avez des modèles en fait où on peut vraiment, je vous montre ici, on peut vraiment, euh, évidemment, les joies du direct. On va prendre celui-là. Voilà. Vous avez vraiment des modèles prêts à être adaptés pour chacune de vos missions, ce qui vous permet de gagner énormément de temps sur les accompagnements des clients. Et ça aussi, pareil, d'avoir des modèles qui sont prédéfinis, prêts à être adaptés, ça vous fait gagner un temps fou. Là, par exemple, vous avez le modèle de tableau de bord qui est complètement prêt à être récupéré pour aller accompagner et intégrer les datas dedans, sachant que le tableau de bord va être intégré à partir de la rentrée dans le logiciel. Ensuite, on va avoir un deuxième cas, c'est je veux optimiser une famille d'achat. Donc là, on est consultant spécialisé IT, spécialisé transport, spécialisé matières premières. Et donc là, on va par exemple sélectionner la famille complexe aluminium. On va venir choisir, donc on a des IA spécialisées, encore une fois. Donc là, je ne vous remontre pas, mais vous avez compris le système. Vous donnez en fait les éléments de la famille, tout ce qu'il faut savoir à cette IA, et elle va vous donner des indications, des leviers que vous pouvez activer. Par exemple, mettre en place un appel d'offres,
manager mieux les contrats, mettre en place des remises de fin d'année, contourner des brevets, revoir les fonctionnalités, revoir la conception standardisée. Tous ces leviers-là, vous allez pouvoir activer. Pareil sur les leviers de management du risque. Tous les leviers que vous pouvez mettre en place pour manager les risques, le multi-sourcing, le contrat pluriannuel, l'alliance stratégique, améliorer la conception, mettre en place des socles de sécurité, des clauses de sécurisation contractuelle, de requalification. Bref, il y a énormément de leviers et vous pouvez vous en rajouter si vous en avez d'autres, hein, évidemment. Voilà, tous les leviers RSE, hein, tous les leviers qui vont permettre d'améliorer les impacts sur la biodiversité, sur la réduction de l'empreinte carbone, l'optimisation des emballages, bref, tous les leviers que vous pourriez activer, toute la partie achat inclusif, tout ce que vous pouvez activer pour venir réduire les impacts RSE, évidemment, tout ce que vous pouvez Ça, activer pour améliorer la règle. Ouais. c'est démontré à vos clients. Quand vous êtes avec le client, vous dites, voilà, Oui, comment je travaille votre projet. Voilà les leviers que j'estime que l'on peut activer. c'est ça. Voici l'évaluation des gains et des gains d'impact que je Mm. fais sur chaque projet et sur chaque levier que j'ai coché. Donc là, effectivement, vous avez un outil que vous pouvez montrer, présenter. Euh, Ouais. Alors, pour ceux qui posent des questions sur l'outil, évidemment, alors pour information, toutes les personnes qui sont des consultants certifiés SWOT, hein, puisqu'il faut un peu de maîtrise pour être, voilà, typiquement les managers de transition, tous les managers de transition aujourd'hui qui sont labellisés chez SWOT, c'est un peu de boulot, mais après derrière, on vous aide à remplir justement les différents stades, trouver des missions. En fait, le logiciel est mis à disposition gratuitement. Donc, vous pouvez l'utiliser gratuitement chez vos clients, puisque derrière, nous, l'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'il reste chez le client. Et donc, dans notre modèle économique, on s'y retrouve, puisque vous le laissez chez le client, puisque le logiciel est juste top. Donc, en fait, voilà. Donc, les clients le gardent. Donc, en fait, tous les consultants chez nous ont, de manière incluse, le logiciel dans toutes leurs missions, quels que soient les profils. Là, on est sur un profil d'optimisation de catégorie. Vous retrouvez sur notre site internet ici, dans les solutions de conseil, vous voyez tout ce qu'on fait en termes de conseil. Vous avez ici les différents éléments, transformation, optimisation, délégation et direction à temps partagé. Tout cela utilise complètement, tous les consultants utilisent le logiciel de manière libre. Alors, pour finir, vous rentrez les différents éléments par rapport aux différents leviers. Par exemple, l'appel d'offres, on estime qu'il va nous faire gagner 2 millions d'euros, qui va réduire l'impact de 5%, que c'est une priorité importante. On intègre les parties prenantes. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vois qu'on a dépassé le temps, mais vous rentrez toutes les infos. Derrière, vous allez avoir une vision de votre famille ici, d'accord, complexe aluminium avec le chiffre d'affaires achat, l'impact, l'impact environnemental si vous avez pu le mesurer, les différents leviers que vous avez pu activer. Donc là, j'en ai mis que 2, mais vous pouvez en avoir 20 si vous voulez. Le cumul des gains que vous pouvez faire, la note et la réduction d'impact. Et regardez ici, vous avez un petit bouton magique. Vous pouvez faire apparaître les impacts avant-après de vos projets. Tac. Et là, vous voyez que si on active les leviers qu'on a identifiés, on va venir réduire la note globale de criticité de 2429 à 1348. On va réduire on va améliorer le management de la performance économique qui va passer de 7 à 6,6. On va faire 2 500 000 euros d'économie visée à périmètre ISO. Hein. Quand on fait les analyses, on se base sur l'année précédente en général ou les années précédentes pour mesurer les gains qu'on va faire. Réduction du risque qui va passer de 7,3 à 5,1. Donc on peut mesurer la réduction du risque. RSE, on va passer de 47,3 de 7,2 à 6,8. Donc, on va réduire de 1300 tonnes de CO2 par an les impacts, c'est ce qu'on vise de faire. Et sur les parties prenantes, on va améliorer la réponse aux parties prenantes qui va réduire sa criticité de 6,6 à 5,8. Vous voyez, on peut résumer tout un projet en un seul endroit et on terminera sur ça pour que vous puissiez voir le niveau qu'on peut apporter en tant que consultant aujourd'hui sur des missions d'optimisation de catégorie. Et bien là, on est toujours sur les complexes aluminium. Vous avez l'avant-après. Donc, imaginez que vous soyez chez un client, vous lui présentez l'avant-après avec tous les indicateurs. Tout est extrayable au format Excel, évidemment, si on souhaite l'intégrer dans un tableau ou je ne sais quoi. Les évolutions sur la matrice stratégique, donc ça, bon, ceux qui sont évidemment formés maîtrisent parfaitement. Tous les leviers qui ont été activés, avec tout le détail ici qu'on peut retrouver. Et surtout, là, ça devient vraiment intéressant, les mesures de ROI. Vous pouvez indiquer les retours sur investissement visés sur les années à venir sur le projet. On voit ici le coût, d'accord? Vous voyez, le ROI est ici, on l'a atteint la première année. Le coût du projet, le ROI, le cumul des gains pour l'entreprise. D'accord? Typiquement, là, on a un ROI à 11 millions d'euros, avec des gains de 25 000, des dépenses de 12 000. Donc, vous voyez un petit peu, enfin 12 millions, ça permet de mesurer. Et pareil, on a les gains CO2.
Donc, les gains CO2 qu'on va réaliser d'année en année. Ça permet en fait d'apporter une vision de ROI complet de mission qu'on mène, puisque tu cliques sur par exemple sur la famille PVC, tu vas voir les résultats de ta famille PVC, et ainsi de suite. Et en fait, ça te permet de consolider complètement les approches, parce que derrière, dans ta stratégie, si tu reviens ici, quand tu vas faire tes analyses stratégiques, tu peux voir apparaître complètement les résultats de tes projets. Par exemple, là, si, imaginons que le complexe aluminium, on l'ait mené et qu'on ait confirmé les résultats, vous voyez ici, paf, tu vois ici la note du complexe aluminium qui est réduite. Donc, tu fais ton boulot. Tu réponds en amenant des résultats. Donc, bon, on a un petit peu dépassé le temps, mais effectivement, c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui d'un point de vue consulting et à quel point il est facile, en fait, de basculer vers ce nouveau consulting-là, d'utiliser l'intelligence artificielle, d'intégrer la RSE, de maîtriser le data management pour proposer une valeur ajoutée plus importante et donc attirer plus d'entreprises, trouver plus facilement des missions intéressantes, mieux manager votre risque, etc., etc. Puisque aujourd'hui, vous pouvez vendre du conseil vous-même, mais vous pouvez trouver des missions pour d'autres consultants, vous pouvez vendre du recrutement, vous pouvez pourquoi pas proposer le logiciel, vous pouvez avancer vraiment là-dedans. Vous pouvez former aussi des personnes, ça vous permet de diversifier votre activité avec ou sans SWOT en réalité, hein. Mais l'enjeu aujourd'hui est vraiment de venir progresser en maturité pour répondre aux attentes du marché, tout simplement. Voilà. Marc, pour nous contacter, c'est ciao Christophe, merci pour ta participation. Marc, il suffit que tu nous envoies un email sur notre site internet et on pourra caler un échange ensemble, soit à mon retour de maternité, soit directement avec Sébastien qui sera à ta disposition. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre un petit peu comment finalement faire évoluer votre offre, votre valeur ajoutée, et quelles sont les clés pour mieux manager finalement votre réussite en tant que consultant? Dites-nous dans les commentaires, allez au-delà de la solution qui est présentée. Nous, ça fait 15 ans qu'on bosse justement en tant que consultant à essayer d'amener des solutions pour les consultants. Forcément, on croit en ce qu'on fait et pour nous, c'est la meilleure option. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. Que vous soyez capable d'intégrer la RSE, de faire du data management, d'utiliser l'IA, d'avoir une approche qui est standardisée, va vous permettre d'être beaucoup plus efficace sur le terrain et d'avoir moins de risques d'écueil. L'idée étant de réduire le risque, hein, c'est pas parce que vous avez tous ces outils-là que vous réussissez forcément. Après, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'idée, c'est de mettre toutes nos chances de notre côté par rapport à ça pour aller réussir nos activités de consultant. Voilà, d'éviter des erreurs que Sébastien et moi, on a commis de nombreuses fois finalement. Les erreurs, les difficultés. Ouais. Les grandes difficultés que l'on a pu avoir et qui nous Mm. auraient épargné beaucoup de charge mentale et Ouais. qui nous auraient permis de prendre encore un peu plus plaisir à gérer et à enchaîner nos missions. Ouais. Et c'est intéressant, je confirme, Marc, l'outil est très puissant. Nous, aujourd'hui, on l'utilise pour tout. Tous nos étudiants l'utilisent, hein, que vous soyez d'ailleurs salarié ou consultant, c'est la même chose, hein, je ne l'ai pas dit, mais enfin c'est évident. Toutes les personnes qui se forment chez nous ont le logiciel, l'utilisent, font tous les exercices sur le logiciel. Toutes les entreprises qu'on forme aujourd'hui, on utilise le logiciel, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Les retours qu'on a, c'est simple, hein, on va 10 fois plus vite qu'avant dans la structuration d'un service achat. 10 fois plus vite. Voilà. Vous avez vu l'IA très rapidement, vous avez des IA gratuites sur Internet si vous voulez tester sur ChatGPT, même si on a une IA, on l'a présenté la dernière fois, qui est interne au logiciel. Chacun fait ce qu'il veut, copilote, ChatGPT, vous faites comme vous voulez, soit notre IA internalisée. Mais aujourd'hui, les vitesses de travail sont... Voilà, et la valeur ajoutée est énorme. La facilité d'utiliser ces outils-là au bénéfice des clients et de notre activité, de notre temps aussi. Quand on va 10 fois plus vite, forcément, c'est hyper intéressant aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, Sébastien. Tout à fait, tout à fait. Ça Je te pense va? que Bon, ouais, tout le monde a envie d'aller manger. ouais, ça marche. Merci à tous. On espère que la qualité de ce live était bonne malgré le contexte qui était un petit peu particulier de mon côté. On a voulu maintenir parce qu'il y avait pas mal d'inscrits. Mais c'était J'espère que la parfait, qualité hein. était bonne. On n'a pas entendu Bon, Léonard. il a pas, non, il a un peu parlé Non, en IA, mais sinon il a pas crié dans la vraie vie. C'est non. parfait. Merci à tous. Merci Sébastien et à très bientôt du coup pour le prochain live qui sera, je pense, début juin. Pensez à vous Ouais, inscrire. ça doit être ça. Si vous téléchargez quelque chose sur le site, normalement vous recevez les invitations au live. Sinon, vous abonnez à la communauté SWOT et vous regardez les événements. Vous pouvez vous y inscrire. De toute façon, on lance l'événement suivant à la fin de celui-là pour préparer toute la partie d'invitation. Donc voilà.
Oui, tout à fait, Béatrice. On a la traçabilité en temps réel et on peut changer les portefeuilles d'un acheteur à l'autre. Donc, s'il y a des changements d'équipe, on peut changer les équipes. Enfin, c'est très, très puissant, quoi. C'est très puissant en termes de... C'est tout nouveau, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalence sur le marché qui fait ça, hein. Et On est puis les on peut premiers, créer autant de effectivement. comptes que de clients en plus. Donc Ouais. ça, c'est top. Merci Laurent pour ta participation. C'était très intéressant d'avoir tes retours tout au long du live. J'espère que ça t'a intéressé, parce qu'on sent que tu as de l'expérience et que ça t'a parlé, hein. On a des parcours assez similaires. Merci Marc. À très bientôt, du coup, si tu veux qu'on échange. Je vous laisse. J'ai affaire. Merci Sébastien. Merci à tous. Bon courage. Ciao Seb. À plus tard. Allez, Ciao, ciao. au revoir à tous. Merci.